beaucoup de récessions économiques. Donc je voudrais, n'est-ce pas, saluer cela et dire bravo à ces autorités du ministère des Finances et la douane qui ont, n'est-ce pas, fait cette réforme. Accueillons le président Dieudonné Tédissé, le président national du PCPDC. C'est un parti politique au Cameroun. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'honorer votre rendez-vous ce soir. J'ai 45 ans aujourd'hui, depuis 4 heures le matin. Encore, mais finalement. Et vous venez comme ça, comme on dit au quartier des mains. C'est incroyable. Et je voudrais profiter pour saluer les militants PCPDC de Ngong, dans le département de la Benoué. Ils nous suivent, surtout le président de la section, Brahim Saleh. Et donc, du coup, à la suite de Simon, je voudrais pas mettre beaucoup d'émotions, mais dire que le seul parti politique qui nous réunit tous, c'est celui de l'humanité face à l'horreur. Mais qu'il ne faudra pas croire que dans une situation, on va seulement juger les conséquences. Il faut juger les causes profondes. Et venir remettre cela sur le dos des modestes populations que nous sommes, alors qu'il y a un gouvernement qui est censé prévenir les causes du mal à la racine, c'est vraiment bon. Chacun assume la paternité de sa position. Le gouvernement, c'est le régulateur. Oui, je dis bien que... Avant le régulateur, il y a les responsabilités. Je dis, Jean Jazé, nous avons une nation. Surtout sur des points qui étaient des points problématiques. Et je ne voudrais pas les identifier de peur de... C'est important de les identifier, sinon on ne devrait pas contribuer à... Parce que je ne sais pas si ce sont sur ces points-là que... Quels sont d'abord les points que vous pensiez déjà problématiques? Le point problématique que tout le monde connaît, c'est celui, par exemple, de la déclaration des biens, qui n'a jamais été véritablement appliquée. On s'est toujours demandé pourquoi ce point n'a toujours pas été appliqué. Il y a aussi la question des minorités, qui n'a jamais été véritablement suffisamment appliqué. Et puis c'est un peu ambigu aussi. Et puis il y a la question même de l'égalité. Vous savez qu'au niveau de la Constitution, l'État garantit aux citoyens le droit à ceci, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et vous savez que c'est des droits légitimes. Mais malheureusement, les circonstances, ou alors l'environnement, ou alors la réalité, a souvent fait que on se demande si c'était juste des déclarations ou alors si effectivement c'est des choses qui peuvent, n'est-ce pas, permettre que, une fois dans la Constitution, qu'on y veille à leur application. Et c'est autant de choses. La Cour des comptes qui n'existe toujours pas. Et elle est prévue dans la Constitution. Donc, je ne sais donc pas si c'est tous ces points qui vont... En tout cas, l'arrêté parle bien de modification de certaines dispositions de la Constitution. Voilà pourquoi je préfère être réservé en disant, je ne sais pas le point, puisqu'on n'a pas dit dans la Constitution, là on serait attendu à une relecture globale. Mais comme il s'agit de certains points, je ne voudrais pas mettre le doigt sur le point qu'eux ne vont pas trouver pertinent à modifier et être en déphasage avec les législateurs. Mais je pense qu'il faut déjà saluer l'initiative de réviser la Constitution parce qu'effectivement, elle a une certaine durée et il y a certains points qui mériteraient que, même en termes d'actualisation, même en termes de s'arrimer à l'évolution du temps ou alors aux besoins du moment, il faudrait que cette Constitution soit revue. Et je crois que, moi je suis confiant que le gouvernement, devant le Parlement, aura les arguments qu'il faut pour pouvoir obtenir des modifications qui vont permettre son amélioration dans les prochains jours. D'accord, on ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal. On a essayé d'appeler députés, sénateurs pour savoir s'ils avaient quelques indiscrétions. Et il pourrait s'agir de quoi lorsqu'on parle de modifier certaines dispositions de la Constitution? Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Président? Jean Jarzé, je ne voudrais pas me poser sur les épaules de mon copanéliste parce que je ne suis pas déjà partant pour la formule suivant laquelle la Constitution a trop duré, il faut la modifier. C'est très sérieux. Et interroger l'ensemble des Camerounais. Ah, je ne vais pas pouvoir le faire. Jean Jarzé, vous voulez mettre au sérieux à l'épreuve. Jean Jarzé, l'élite politique du Cameroun est en train de commettre ce que le président Idio appelait en son temps un crime de haute trahison. Parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec le peuple du Cameroun.
ils sont là pour gérer leurs intérêts personnels. J'ai discuté avec certains députés d'ailleurs, je ne vais pas citer leur nom ici, mais qui sont pratiquement perdus. Mais comme il y a la discipline de leur parti... Ils sont perdus et ils sont là. Non, mais vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on a comme l'impression que tout le monde est devenu comédien. Mais malheureusement, lorsque le comédien le clown entre dans le palais, c'est pas, il ne devient pas roi, mais c'est le palais qui devient le cirque. Et on est dans un cirque. Et il faut noter, je vais chuter là-dessus, qu'il y a des républiques... On fait donc comment? Non, écoutez, il faut, vous savez, il y a des républiques voisines qui ont eu ce même dispositif qui est en train de se créer. Je ne vais pas faire la futurologie, mais je vous dis qu'on est en train d'aller droit face à une situation où il y aura une crise de confiance entre ceux qui dirigent et la population. Et ce n'est pas bien. D'accord, c'est votre point de vue. Hector Abia, que faut-il attendre de la tenue de ce congrès? Je dirais rien. Rien, pourquoi? On va modifier la Constitution. Non, vous avez demandé ce que nous devons attendre. Oui. Le citoyen lambda n'attend rien. Pourquoi je le dis? Si on dit demain, on limite les mandats, désormais on ramène à 5 ans, renouvelable une fois. Ce n'est pas bon. La population, je n'attends rien. Vous n'attendez rien, comment cela? Je m'explique, monsieur Zé. Oui. Depuis la fin des élections et les discours, que ce soit d'investiture ou bien le discours à la jeunesse du 10 février, le président de la République nous a promis un certain nombre de choses. À l'Assemblée nationale, on a eu la modification du code de certaines dispositions du code électoral sur l'article 70. On ne l'a pas encore. Oui, on a vu, c'est passé. Donc, on ne l'a pas encore. C'est en cours. Non, c'est passé. Donc, on s'attendait à ce que, au moins, le président ayant placé son mandat sur le signe des jeunes et des femmes, sur le signe des jeunes et des femmes, on aurait au moins pu penser que le président aurait pu lever... Donc ça ne vous fatigue pas de reparler de ça? Non, justement. C'est pour vous dire que les jeunes et les femmes, on aurait pu relever la légalité, l'âge électoral pour permettre aux jeunes de 18 ans de pouvoir peser. Non, on l'a donné là, si vous modifiez la Constitution, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de ramener l'âge électoral à 18 ans? C'est pas la priorité. Ce que vous appréciez. Non, c'est ce que nous apprécions, mais ce n'est pas la priorité. Et aujourd'hui, ce qui est en train de vouloir se jouer. Ils sont en train de vouloir de traiter le président pour bien de menteur. Je me souviens que le président avait dit qu'il n'est pas dans les choses de Dauphina. Et quand on vous est en train de vous proposer dans tous les tests qui passent, on vous parle d'un test de vice-présidence où le président de la République... Ça passe dans la rue, c'est pas on vous dit au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Encore au Parlement. Monsieur, on vous dit au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le président de la République, on est en train de faire en sorte que le président de la République devienne un menteur. Lui qui a dit à mon politique, on ne ment pas. Non, il a ça dans toutes les circonstances. C'est dans la politique. On est en train de faire en sorte que le président de la République ait dit des comptes vérités, puisque si on est avec ces modifications constitutionnelles, si on nous impose d'un poste de vice-président et qu'on crée donc un dauphin au président de la République, il aurait dit des comptes vérités et ce serait dédié. Non, il va vous dire que c'est le successeur, pas le dauphin. La même chose, c'est synonyme. Donc, pour dire que ce qui arrivera, les Camerounais sont déjà touchés par un certain nombre de choses que Simon Messengue révélait tout à l'heure. L'atmosphère est tellement lourde. Dans les rues aujourd'hui, l'air est pesante. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on sait déjà quelle sauce on va être mangé, on attend juste les condiments qui iront avec. Donc, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, on va l'accepter, en attendant que, et aussi c'est un avis des chocs. Il y a un parti politique qui nous a dit, et ce mot Messengue me le dit depuis presque 5 ans qu'on se côtoie sur le plateau de télévision, que le RDPC est présent partout, on a peur de personne, on gagne n'importe quelle élection. Mais depuis 2025, on a peur d'organiser une élection municipale et législative, parce qu'on se dit qu'on pourrait perdre des sièges. Donc, un homme qui est fort n'a pas peur. Si vous savez que vous allez gagner un match, pourquoi vous ne l'organisez pas? Donc on se retrouve le gardien prend le zolo même quand vous êtes fort. Tu fais comment? On n'est jamais sûr. À force, non. Non, justement, on se dit donc que toute cette arrogance qu'ils ont, ils se bombent le torse. Le RDPC est représenté partout. On gagne haut la main partout. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à organiser des élections législatives et municipales? Vous connaissez les causes, non? Ces causes, l'élection législative et municipale aurait pu être organisée avant la présidentielle. Ils ont eu peur. Ils ont reporté. Après la présidentielle, avec les tendances qu'il y a eu, ils ont eu peur de vous dire le contraire. Donc, ici, c'est ce qui va se passer. Maintenant, on peut effectivement imaginer à quel niveau, au vu des problèmes que l'État connaît,
des goulots d'étranglement que l'État connaît. Et donc, parce que tout le monde vous dit, voici ce que dit la loi. Et il n'a pas tort. L'autre vous dit, voilà ce que dit la loi. Maintenant, on se rend compte qu'il faut revoir un certain nombre de paliers de la Constitution. Et donc, le président est dans son rôle de le faire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les uns et les autres vont trouver à cela un problème. S'il arrive qu'il y ait un vice-président, ce serait une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'un certain nombre de choses, parce que vous les journalistes, vous dites toujours entre le Premier ministre et le SGPR, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si aujourd'hui le peuple depuis parle de cela et qu'on se rend compte que il faut en finir avec tout ça, en mettant un biais au niveau de la présidence, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule, il n'y a plus un seul, c'est-à-dire on n'est plus un président, mais qu'on ait plutôt un biais, donc un président, un vice-président, et que le vice-président ait un rôle bien précis à côté du président, et qu'on n'en parle plus de qui est plus fort que tel petit Dieu, grand Dieu, ainsi de suite, ce qu'on a en train de dire. Je crois que c'est une bonne chose. Et donc, nous devons avancer. Le Cameroun doit avancer. Et on ne peut pas avancer sans notre loi fondamentale, notre contrat social ensemble. On ne peut pas avancer sans ça. Et donc, ce que le Parlement fait aujourd'hui est très bien. Il ne faut pas faire la langue de bois. Le seul parti, à même aujourd'hui, d'avoir de l'argent pour pouvoir faire une élection après celle qui a essoré tous les partis politiques, c'est le RDPC. Ce que j'entends, c'est parce que les gens veulent... Sinon, ceux qui sont au Parlement, qui sont de l'opposition, si c'était vraiment... Alors, tout porte à croire qu'on pourrait avoir cette modification, ce retour à un poste de vice-président qui a déjà existé dans ce pays, il faut bien le rappeler. Mais la question des Camerounais, pourquoi maintenant, si ce n'est pour régler une affaire devenue compliquée, qu'on n'a pas pu manager ces batailles entre le SGPR, le Premier ministre et les ministres rebelles et les ministres qui ne respectent plus rien et les hautes instructions qui sont même parfois rejetées par les... Est-ce que pourquoi maintenant? Est-ce que ça sert au peuple ou ça règle un peu une patate chaude que le gouvernement et le président entre les mains depuis? Si on se rend compte qu'il y a des secousses au niveau du fonctionnement de l'appareil de l'État, et que seule la Constitution peut gérer cela, il est la responsabilité du président de la République à qui le peuple souverain a donné... C'est pas une petite fuite en avant. Non, celle-là. Non, attendez. Si ça ne va pas vous frapper du poing. Non, nous sommes un État de droit. On a aujourd'hui LGPR est devenu ministre d'État. On pensait que c'est réglé l'affaire. Non, je veux quand même dire une chose. Le LGPR n'est pas le problème ici. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur nous sommes en train de dire ceci. Si dans l'appareil de l'État, parce que quand vous entendez sur des problèmes, vous dites que voici la loi qui m'autorise à faire ceci, non? Et nous vous dites voici aussi la loi qui m'autorise à faire telle ou telle chose. La loi au-dessus de toutes les lois, c'est la Constitution. Et donc si le président se rend compte que, bon, si ceci nous a servi hier, et qu'aujourd'hui, au vu des enjeux, ça ne peut plus nous servir, je sollicite l'avis des représentants du peuple souverain pour voir comment nous pouvons le faire. Donc c'est pour ça qu'il soumet ce projet de loi à l'attention du peuple souverain par le biais de ses représentants. Je crois que c'est l'État qui s'exprime. Donc nous ne devons pas être frustrés à dire que oui, ainsi de suite. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de la gestion de l'État pour le bien-être des populations. D'accord. Le grand soir, le Congrès est perçu comme un moment clé où les citoyens attendent des décisions fortes et concrètes, pas seulement des déclarations. L'enjeu principal reste la capacité des autorités à transformer les annonces en actions visibles dans la vie quotidienne des Camerounais. Bonne émission, c'est Noah du côté de ça. Docteur, sur cette question, on sait ce que représente le Congrès dans un pays, dans la configuration du Cameroun. Ce moment doit être un moment fondamental. Est-ce que c'est un peu gênant que les sujets ne soient pas connus de façon claire? Alors, j'ai envie de demander qu'est-ce qui est même connu à l'avance. Nous naviguons à vue. Nous naviguons à vue dans le Cameroun sur beaucoup de choses. Nous naviguons à vue depuis 2026. Il y a une grosse navigation à vue qui crée un malaise général. Le 8 mars est connu d'avance. Bon. Heureusement, encore heureux que ça donne à nos dames de sourire. C'est le 14 connu d'avance. La venue du pape aussi. Bon, on n'a pas cassé les portes, n'était pas connu d'avance. Donc il y a des événements comme ça. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est en fait nous sommes dans... Je veux revenir à votre résumé de ce que Simon et moi avons dit d'entrée quant au parti politique qui nous réunit au Cameroun aujourd'hui. En fait, le parti de l'humanité, qui est au-delà d'un parti politique. C'est la palisse de rappeler qu'il y a un chef qui a été élu et c'est lui qu'il faut suivre. On l'a dit ici. M. Paul Biya est président, c'est lui qu'on suit.
Seulement, ce n'est pas lui individuellement qu'on suit, c'est la politique qu'il encadre qu'on suit. Et il y a un gros problème de crédibilité aujourd'hui quant à ses engagements, quant à ses équipes, quant à l'activité qu'il mène, au point où la visibilité est complètement brouillée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le Parlement est devenu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que on a lancé comme ça, le 6 novembre, il y aura des réformes. Il faut qu'on trouve des solutions. J'ai entendu vos cris. Et je vais prendre des dispositions. En français, facile pour ma grand-mère, c'est qu'on va tout faire pour que tu n'aies plus trop faim. Parce que tu auras toujours quand même faim. Il ne faut plus que tu aies trop faim. On va se battre pour qu'on ait des services. Tout ce que les partis politiques ont décrié pendant la campagne présidentielle, le chef de l'État a donné l'impression qu'il a entendu, qu'il a pris la mesure et qu'il fallait avancer. Mais il a oublié que les Camerounais étaient devenus hautement sceptiques, extrêmement sceptiques. Donc, prendre ces réformes par le haut est une erreur stratégique. Erreur stratégique parce que cette réforme devrait impliquer, intéresser premièrement les Camerounais, dont on devait plutôt passer par le référendum, au lieu de passer par le Parlement, qui reste une question d'en haut, encore que c'est un Parlement qui est aujourd'hui, comme le président disait, il souffre des questions de légitimité. Oui, parce qu'on proroge le mandat des gens, c'est un peu comme une combine, c'est-à-dire qu'on proroge les nôtres pour les maintenir, pour satisfaire nos attentes, nos besoins. Là, je parle vraiment de la stratégie simple. Le chef de l'État aurait pu lancer un référendum, prendre la volonté générale, prendre l'avis des Camerounais, montrer à ces Camerounais que les réformes qui vont être engagées sont le résultat de vos desiderata. Ça n'a pas été fait. Donc, la suspicion reste, l'inquiétude reste. Et vous avez donc une catégorie de Camerounais qui, comme mon frère Abia, qui va dire, on n'a rien à attendre parce que, justement, c'est le même qu'on a reconduit jusqu'aux conseillers municipaux. C'est les mêmes qu'on est en train d'entretenir, de garder. On a fait un jeu de chaises musicales à l'Assemblée nationale et au Sénat pour maintenir les mêmes caciques. Donc, aujourd'hui, si on dit monter, ils vont tous monter. Personne ne va dire qu'on descend, ou on va à gauche, ou on va à droite. Donc, on crée un cadre. Et... que le gouvernement, puisque c'est un projet de loi, le gouvernement n'a pas communiqué à l'avance ce qui sera dit, pour que même nos contributions sur ce plateau puissent aider à... En précisant que ce n'est pas la première fois que la Constitution de 96 va connaître une révision. Et bien avant, on avait connaissance des points qui devaient être débattus. Voilà, effectivement. Or là, on est carrément dans un flou. On ne sait pas de quoi ici sera question. Et moi, je n'aime pas souvent être à côté des analystes. J'ai peur de dire des choses qui ne seront même pas évoquées là-bas. Mais je reste constant pour dire que l'opportunité est quand même donnée là de pouvoir corriger un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a observé au niveau de l'appareil gouvernemental. Modifier une constitution est un acte normal. C'est quelque chose qui est prévu dans la gestion d'un État. La constitution étant la norme suprême, il est bien que quand elle ne répond plus aux attentes des populations, on puisse l'adresser. Moi, mon souci majeur en tant que citoyen, c'est vrai que le travail qui sera fait demain, ou même qui est fait durant cette législature, ne sert pas les intérêts individuels. Que vraiment... On n'a pas l'impression qu'on est en train de tailler tout à la mesure. Qu'on ne soit pas en train de faire des choses par rapport à une personne. Qu'on pense le Cameroun de demain, qu'on regarde les difficultés auxquelles nous faisons face. Ça pourrait être le meilleur héritage du président. En fait, pour sortir de cette législature, qu'on ait l'impression que le Cameroun est désormais sur le chemin qui permet une gestion vraiment harmonisée, coordonnée par rapport au texte. Et je crois que il ne faudrait pas voir dans ça des questions. C'est vrai que c'est un peu inélégant si on s'en tient à ceux qui disent que les députés n'ont plus toute leur légitimité. Mais il faut encore se comprendre que là encore, c'est la loi qui permettait ces modifications. Et vous pouvez comprendre que le glissement, ou alors le débat qui a eu lieu hier, qui visait à ne pas limiter cette possibilité de projet, a aussi suscité des débats pour ceux qui ont suivi l'actualité, pour dire qu'effectivement, il ne faudrait pas, de mon point de vue, que la majorité actuelle, que le RDPCA au Parlement, le RDPCA auquel je milite, ne soit pas juste une majorité qui permette de faire passer des lois pour des intérêts personnels, qu'on tienne compte du bien-être des populations, qu'on tienne compte du Cameroun que nous voulons bâtir, afin que les réformes qui sont mises en place apportent des solutions. Et si le peuple est rassuré
que le Parlement travaille pour son compte. Je pense qu'il n'y a pas de problème à modifier une loi. Mais il y aurait des difficultés si la profession a l'impression qu'on n'a adressé que des questions qui auraient pour finalité d'avantager un certain parti politique ou une certaine personnalité. De mon point de vue, je soutiens fortement cette initiative parce qu'il y a beaucoup de limites. Mais quels servent les intérêts du Cameroun, qu'elle ne soit pas le résultat de quelques calculs politiques pour satisfaire des individus. Mais si on s'en tient aux des derniers discours du président de la République, où il semble avoir fait le diagnostic. Il a parlé des frustrations, des difficultés et la nécessité de procéder à ces réformes institutionnelles. Hector Abia, si c'est cet esprit qui va se matérialiser, qui pourrait se matérialiser sur les modifications annoncées, là au moins ça ne pourrait pas faire problème. Ça ne pourrait pas faire problème. Je disais donc dans ma seconde prise de parole que les actes qu'il a posés depuis lors ne nous amènent pas vers ce que nous sommes en train d'espérer. Ce sont les actes que nous questionnons, que nous analysons, les actes déjà posés. Le Parlement, hier ou avant-hier, il y a un test qui est passé. Et ce test ne prend pas en compte les problématiques que l'opposition avait déposées, si on parle du code électoral. Aller toucher rien que cet article-là dérange. Donc, là au moins, si le président aurait pu donner un signal fort pour dire, je vous ai écouté, voici ce qui cause problème. Voici ce qui cause problème, on lève cela par le Parlement. Et là, aujourd'hui, on serait en train d'être patient, d'attendre à ce que le président, au moins, en modifiant la Constitution, allait prendre le bras au corps les problèmes des Camerounais. Aujourd'hui, tant les actes que le président a posés depuis ces deux discours d'investiture et celui agressé à la jeunesse, les actes qui ont suivi n'ont pas pris en compte les réalités du diagnostic qu'il a posé. Et si il avait au moins pris en compte ces résultats du diagnostic qu'il avait posé et qu'il avait posé les actes qui apaisent, je vous ai dit, le président de la République aurait pu poser les actes qui apaisent la République, on n'en serait pas en train de douter aujourd'hui. Et pour répondre à M. Messengue, nous avons traversé l'étape de la présidentielle, nous n'en sommes plus là. Nous sommes ici en train d'analyser les actes que notre président et les promesses qu'il nous a faites après son investiture. C'est vous qui avez amené la question de la présidentielle, en disant que ça n'a pas été facile, il faut protéger si on va aux élections, il va perdre, et ainsi de suite. Non, on ne questionnait pas, nous sommes en train de dire il y a un certain nombre de choses qui auraient pu faire. Les budgets ont été consommés pour ça, les BIB ont été pour les élections. Mais ils ne les ont pas fait. Le dire, ce n'est pas revenir sur les élections, c'est pour dire ils ont eu peur. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous montrer qu'ils ont peur d'aller vers le peuple. Parce que le peuple a montré qu'ils ne sont plus d'accord avec un certain nombre de choses, avec une certaine gestion. Donc, demain, ce qui va se passer au congrès du Parlement va laisser les Camerounais amers. Je suis sûr de cela. Non, moi je vous dis, va laisser les Camerounais amers. On espère que ça va pas laisser les Camerounais amers. On espère que ça va pas laisser les Camerounais amers si ça va dans l'esprit de ce que Eugène disait tout à l'heure. Pas régler les problèmes individuels, mais penser Cameroun de façon globale. Alors, la Constitution qui va faire l'objet de ces quelques modifications est le fruit de la tripartite. C'est peu la tripartite qui a donné les grandes orientations, les grandes attentes qui ont bâti cette Constitution. Et le problème aujourd'hui semble être le processus qui conduit aux modifications. Le docteur a parlé de référendum, mais on aurait quand même peut-être soumis ces projets à une sorte de consultation au bureau de l'Assemblée. Peut-être là-bas. C'est moi au bureau. Donc ils disent que vous n'avez pas vu passer les consultations au palais. Vous étiez où quand les gens partaient au palais. C'est des choses qu'on a enregistrées pendant que le LGPR recevait les gens et qu'on ne savait même pas écouter de quoi il s'agissait. Réaction rapide, Simon, avant la prise de parole du président. Jean-Jacques, tous les journalistes camerounais et tous les plateaux de télévision doivent se sentir satisfaits du travail qu'ils ont mené. Parce que c'est grâce à eux que ceci arrive. Le Cameroun aujourd'hui... Ça a contribué à une sorte de consultation. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose. Donc, pourquoi vous mettez les hommes politiques de côté? C'est nous qui parlons, non, Simon? Je vais vous dire pourquoi. Et c'est là où il faut saluer la grandeur du président de la République. Ça veut dire qu'en clair, ça montre qu'il comprend le peuple dans sa profondeur.
tout ce qui se dit sur ce plateau, On espère. on est toujours en train de décrier que pourquoi vous faites des débats tous les jours. Et vous croyez que ces débats, non, ces débats ont pignon sur eux. Après, on fait le point. Mais ce qu'il disait là, est-ce que ce n'est pas le journaliste, c'est quelqu'un de terrain? Quand il apporte un sujet, ça veut dire qu'il y a une anguille sur roche. Comment on fait pour corriger ça? Parce qu'aujourd'hui, le RDPC, à la présidence de la République, nous avons 152 députés, pratiquement 93 sénateurs, 10 régions sur 10, 316 mairies. L'opposition est minoritaire, ultra minoritaire. C'est pas l'opposition, mais il y a une autre opposition, l'opposition médiatique, qui à chaque fois qu'il y a un problème, le pose sur la table. Et la plupart du temps même, le RDPC soit minoré. Sur la table. Pour permettre à ce que, oui, sur la table, pour permettre à ce que ceux-là qui sont frustrés se sentent, disent tout ce qu'ils ont à dire et qu'il y a une forme de recensement de ce qui ne va pas dans le peuple profond. Je suis aujourd'hui étonné de ce que lorsque ça arrive, que ceux-là qui décriaient hier que mais ça ne marche pas, disent aujourd'hui que mais c'est grave, là c'est grave, c'est un assassinat. Non, c'est terrible. Il faut qu'on sache une chose. Un État, c'est comme une chaîne. Il y a des maillons. Il y a un maillon qui permet de relayer le ressenti des populations. Ce sont les médias. Et les médias classiques et les médias sociaux. Ce travail est fait. Aujourd'hui, vous verrez très bien que ce qui va se passer demain, sauf faute modestie, nous devons tous être d'accord que c'est le fruit d'un travail, d'un consensus et du sommet et de la base. Et ici, il faut saluer les médias, davantage les médias privés. Parce que justement, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en faisant cette modification, dire aussi aux médias privés que nous avons vu le travail que vous faites, nous devons vous soutenir. Et c'est pour ça que nous sommes, moi, personnellement, en tant que journaliste, je suis pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut créer un office de médias privés pour généralement subventionner ces médias privés afin qu'ils fassent du bon boulot. Parce que ce qui se passe d'aujourd'hui, c'est la victoire des médias privés. Et nous sommes fiers de ce que le sommet a compris que oui, nous pouvons entendre chaque fois ce qui vient de la base à partir de ces instruments. C'est sur cette question de la procédure, est-ce que ce n'est pas de là-bas que naissent un peu ces indignations qu'on enregistre? S'il y avait eu des consultations pour modifier le code électoral, par exemple, une grande rencontre entre tous les leaders politiques, la société civile et autres, et ça ne devait pas susciter tout ce rejet qu'on observe chez certains leaders de l'opposition. On a encore gazé un tout pour manger l'argent. En fait, voilà. C'est parce qu'il a dit, c'est parce que les gens sont dessus. Rassurer les Camerounais, c'est tout. D'accord, Président. Jean-Jacques, ce qui va se passer demain, c'est pratiquement, je vous ai dit lors de ma première prise de parole, je suis constant là-dessus. Vous avez des gens qui ont prétendu servir le président de la République toute leur vie et qui en réalité veulent enterrer son héritage. Et ils nous écoutent ce soir de façon particulière. Il faut que le président sache que tous ces gens qui chantent, ces griots du temple qui chantent, sont en train de le tromper. Le président Biya a travaillé au niveau qu'il a travaillé pour connaître les lois de 90. N'ayez pas peur de ce que vous puissiez rendre compte de votre gestion. Chers compatriotes, chers compatriotes, on ne mérite pas ceux qui ont servi la nation. N'ayez pas peur de la prison parce que vous avez fait ça pour les autres hier. La plus grande force d'un homme d'État, c'est la compassion, c'est la paix, c'est la justice. Ce n'est pas la rancune. Donc, vous avez parlé de procédures de modification. Est-ce que si on avait respecté l'esprit des constitutions de 96, on en serait aujourd'hui avec les mandats présidentiels limités? Que non. La trahison a commencé en 2008. Et en 2008, vous savez ce qui s'est passé. On ne va pas remuer les plaies. Parce qu'on ne berce pas l'enfant avec les chansons du deuil. On ne berce pas l'enfant avec les chansons du deuil.
Ça dépend de l'enfant. Hein. Non. L'enfant de maintenant, tu le baisses, les yeux, tu regardes. Sans surpris qu'ils se mettent à danser. Vous voyez, en Afrique, lorsqu'on atteint le rang de patriarche, tous les moins jeunes font des efforts pour respecter. Tous les moins jeunes font des efforts pour apporter un soutien. L'héritage politique du président Biya, jusqu'à date, c'était les réformes de 90 qui étaient allées contre votre machine. Ils avaient même manifesté pour s'opposer au changement. Oui. Ah bon? Oui, vos militants avaient manifesté pour s'opposer au changement. Et ils sont curieusement revenus quelques jours plus tard, quand la force était plus élevée du côté du président, ils ont passé. Franchement, Jacques Jarzé, le parti qui nous dirige, ou alors qui s'est laissé tenailler par une certaine administration, parce que parfois même, je me demande même si vous nous dirigez, parce que pour un parti politique, sérieux, le gouvernement ne va pas vous malmener comme on est en train de vous malmener. C'est votre parti qui court la chute. Et vous êtes tous les jours sur les plateaux, avec toute l'arrogance pour vous dire vous avez 316 communes. C'est pas l'arrogance, c'est les chiffres. Oui, oui. S'ils ne se vendent pas, Jean-Jacques, comment vous appelez ça? Un parti politique qui a 316... Oui. N'a pas d'élu, donc. Pas encore. C'est qu'il est un peu jaloux. Pas encore, non. Écoutez, les grands hommes n'ont pas la jalousie en partage. Ils ont la grandeur, ils ont la vision. Parce que même en termes de projets de société, en dehors des promesses que vous faites tous les jours, on n'en a pas besoin. Mais je vous dis qu'aujourd'hui... Oui, Jean Jarzé, oui. Demain, les camarades du parti de mon frère Simon autour de son parti, hein, sont en train d'enterrer l'héritage politique du président. Et je vais vous dire, pour chuter là-dessus, l'esprit de vice-président de tout ce que vous voulez organiser là, il y a des pays comme la Centrafrique avec Bokassa, qui avaient fait pratiquement les mêmes choses. Il y a le Congo de Mobutu, qui a fait les mêmes choses. Franchement, ayez peur de Dieu. Vous ne pouvez pas vous apprêter à recevoir le pape dans quelques jours là. Et vous faites ce que vous êtes en train de faire. Le pape n'aime pas le vice-président. Franchement, Jean Jarzé, pour chuter là-dessus, aujourd'hui, l'élite... Non, je ne vais pas casser ma colonne vertébrale. Vous savez, l'AVC est gratuite. Hein. Il est prêt. Le traitement qui coûte cher. Je suis paré. Je suis très paré même. Allez-y pour chuter. Donc, je vais vous dire que un homme politique, c'est celui qui dit la vérité aux autres. Martin Luther King disait à son temps, be truth to what you say to people. La vérité. Be truth to what you say to people. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Laissez la discipline du parti. Voyez si vous pouvez rentrer dans vos différentes circonscriptions administratives, comme député, comme maire. Regardez vos populations et dites, ok, vous nous avez donné tel mandat en 2020, voici le résultat. Et si vous regardez et que vous voyez vraiment ce résultat-là, alors vous pouvez même modifier pour transformer ça en monarchie constitutionnelle. Comme ça, vous aurez les parlementaires qui sont les sympathisants du palais et les sénateurs qui sont les danseurs du président. D'accord, merci président. Maître Jean Guizogo, merci d'être connecté en direct sur la page Facebook, sur le président général de l'UPA. On a rendez-vous demain. On aura déjà à 10 h une idée du contenu de ces modifications. Les volontaires peuvent se prononcer, hein, qu'on fasse un plateau pratiquement spécial demain, parce que c'est un grand moment. Le congrès, ce n'est pas de l'ordinaire. Lorsque ça arrive, je crois que demain, on verra ça avec l'administration, on proposera un format spécial, puisqu'on aura déjà les éléments. Maître Jean Guizogo, c'est noté. Bonsoir, Gigi, belle émission. C'est Quentin qui envoie son appréciation. L'article 66 ne figure pas dans la Constitution, cher Metsengue, c'est à bord, ça figure. En tout cas, il sait pourquoi il pose la question. Il a certainement écouté un détail dans le déroulé. 152 députés, 93 sénateurs, 316 mairies. Oui, mais pour quel résultat? L'évolution du Cameroun, c'est de passer de la sotuque à la moto, de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres, super endettés, à beaucoup avoir les questions. C'est de belles thématiques, hein, qu'on aurait dû évoquer pendant la présidentielle aussi. Bonsoir. La convocation du Parlement en congrès nous surprend par sa précipitation.
En tant que jeunesse, nous espérons que toute révision constitutionnelle prendra réellement en compte nos aspirations. Certes, la majorité parlementaire du RDPC laisse présager une adoption des modifications, mais l'essentiel reste ailleurs, que les débats portent sur les véritables enjeux du Cameroun et non sur des logiques de conservation du pouvoir. La jeunesse attend des réformes utiles, inclusives et tournées vers l'avenir. C'est Iwanja depuis Fès au Maroc, le plus 212. Merci frère d'être avec nous depuis le Maroc. Jean-Jacques, bonsoir et à ton panel. Je veux poser une question au président de la République. Est-ce qu'il sait que les Camerounais qui l'ont voté souffrent? Est-ce qu'il sait qu'il y a l'injustice au Cameroun à un niveau très élevé? Alain depuis Essos, on espère qu'ils sont en train de nous écouter, frère. On ne peut pas faire autrement. Jean-Jacques, le président de la République, comme un bon père de famille, est en train d'écrire son testament afin de laisser le Cameroun en paix. Maintenant, les gesticulations que font ceux-là même qui écument les plateaux de télé avec les mêmes revendications sans objet et inutiles n'impressionnent personne. Le Cameroun avance, c'est l'essentiel. Bertin de Yaoundé, Messengue toujours arrogant. Ça me rappelle le comportement de M. Edi Koboingo, l'ancien secrétaire général du parti CDP du président Compaoré. Car vers les événements de 94, Monsieur Zé, certes, certains peuvent sourire, mais ce qui est vrai pour l'Assemblée nationale et le Sénat est aussi vrai pour la présidence. Nous sommes arrivés à un niveau où un petit geste de chaise musicale nous fait tomber en extase, du menu fretin en fait. Et Niat, voilà, on n'est plus là, vraiment. Bonsoir, M. Zé. Est-il normal de modifier une constitution avec des parlementaires illégitimes? Ceci n'est qu'une grosse arnaque pour servir un individu et non le Cameroun. Bis répétit à Placen. Les choses répétées plaisent car cette gouvernance par embuscade qui plaît à M. Biya n'est pas pour servir le Cameroun, sauf Frika de Douala. Je prends l'essentiel parce que c'est long et bientôt on fait la transition. Bonsoir au grand soir. Il faut dire à M. Abia qu'il apprend encore la politique. Aucun parti politique au monde ne vote les lois sans tenir compte de la politique de son parti. Les écologistes ne votent pas les lois des démocrates. On a désiré à Yaoundé, c'est clair en tout cas. Avec la situation économique actuelle du Cameroun, on ne peut pas se permettre de passer par un référendum. Le Parlement reste, certes de manière indirecte, la voix du peuple. Espérons juste que la majorité parlementaire pense aux vrais intérêts du peuple. Cyril Kouanak, data analyst, merci frère pour cette contribution aussi. Est-ce qu'on peut en prendre une ou deux autres contributions? S'il vous plaît, sur le plateau, la vérité, la vraie, c'est que ces gens du RDPC ont vu le feu le 12 octobre 2025. C'est pourquoi, à la suite de ces élections présidentielles, ils ont la trouille. Le peuple les a refoulés. Le Portugais, depuis Douala, taché portugais à Douala. Pourquoi une crevette. Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Vraiment, il faut rien attendre de ce Parlement. Écoutez le monsieur du RDPC. Ça fait plus de 43 ans de mensonges et c'est les mêmes qui sont là depuis. Ça, ce que je dis aussi là, on entend ça depuis 43 ans aussi. Donc le peuple camerounais n'attend rien de ce Parlement et encore avec les opposants, des opposants opposés qui les accompagnent. Il n'y a rien à attendre. Rex Adams, depuis Douala, qui envoie cette contribution. Nous rappelons qu'on n'a pas encore idée de ce qui va être fait ou dit demain. Et demain soir, on aura tous ensemble un programme plus clair, plus précis là-dessus. Monsieur Jean-Jacques Zé, s'agissant de la convocation du Parlement en vue d'une révision constitutionnelle, une telle initiative aurait pu être saluée si elle répondait véritablement à l'intérêt général. Toutefois, dès lors qu'elle semble davantage orientée vers les impératifs du RDPC, il est légitime d'émettre des réserves en attendant d'en apprécier le contenu réel. Et là, on est d'accord dessus. On n'a pas signé votre message. Merci en tout cas de contribuer. Vous êtes nombreux à contribuer à ce programme. On va prendre un verre d'eau et puis on descend maintenant dans les choses vues à Yaoundé et à Douala. La gestion de nos marchés, on laisse un peu les grandes théories, mais on vit ça au quotidien. Levez-vous un matin pour aller au marché et revenez pour qu'on en parle. La situation de nos espaces marchands, est-ce qu'on peut les imaginer autrement? Petite respiration. Additif est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité.
Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Je vous donne également cette information qui est utile pour nos téléspectateurs. Info TV désormais en free to air sur satellite Rascom. Et très bientôt, l'application Info TV pour Android et iPhone sera disponible. Il va être facile, même en nous temps le téléphone, s'il y a la charge de la batterie, de suivre à travers cette application qui sera bientôt disponible. Cela pour recevoir Info TV gratuitement. Pour ceux qui ont du satellite Rascom, vous allez acheter le petit décodeur au coin qui n'appartient à aucun opérateur. Ce qu'on vend là au marché là. C'est gratuit. Vous connectez, souffrez seulement parce qu'il y a beaucoup de chaînes religieuses. Vous comptez au moins 600. C'est même plus. Souffrez des AP, 3000 chaînes. Vous verrez que c'est gratuit de ce côté-là. Et vous aurez un meilleur accès aussi à Info TV et bien sûr ces applications qui sont annoncées pour très bientôt. Et puis on a ce communiqué, on fait dans le social aussi, on va dire pièce perdue et retrouvée, sac perdu et retrouvé. On va retrouver le message tout à l'heure avec la réalisation. Est-ce qu'on a également ce colis oublié dans un taxi? On fait parvenir l'image pour qu'on sache comment récupérer ce colis. Voilà, cours avec le poulet. Cours avec le poulet partout. Donc, justement, on doit donc faire en sorte que si on a décidé de vivre en République, si on a décidé d'être dans un état moderne, qu'on se dote donc des capacités d'un état moderne et qu'on décide donc de mettre une certification, une qualification à chaque chose. Si on a décidé de rester dans une république bananière ou bien dans une république villageoise, on reste donc, on agence dans la république de façon à ce qu'on reste donc villageois et qu'on ne se plaigne pas d'une certaine insalubrité et d'un certain amalgame dans la république. Donc demandons à ceux qui nous dirigent de sortir des villages et revenir en république. S'ils veulent vraiment que nous soyons... Tout le monde est sorti du village, même le petit commerçant qui vient vendre en route, qui crée le marché devant son portail. Avant, ils écrivaient seulement à la craie que Foléré en vente. Voilà. Maintenant, on est déjà au-delà du Foléré. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on a dans nos têtes? Le marché est considéré par essence comme un lieu du désordre. Et quand vous faisiez un peu de désordre en classe, le surveillant venait vous dire que on n'est pas ici au marché. Est-ce que le marché est défini comme un lieu du désordre? Et ce qu'on voit au marché central, au marché Mokolo, moi j'y vais pas, hein, ça donne la chair de poule. C'est que c'est consacré pour être un lieu du désordre. Les marchés à la sauvette sont consacrés pour être un lieu de cri, puisqu'on vend à la criée. C'est-à-dire que les marchés à la sauvette, oui. Les ventes aux enchères, oui. Mais le marché dans la compréhension première que nous avons aujourd'hui ne devrait pas être comme nous voyons là. En fait, la faute est à plusieurs niveaux. Le déficit d'urbanisme, du déficit d'organisation, mais aussi, j'ai envie de dire même la mauvaise foi même des commerçants eux-mêmes et même des acheteurs, parce que finalement c'est un secteur qu'il faudrait organiser en termes d'opportunités et non plus raisonner en termes de problèmes. Nous avons aujourd'hui des présidents des régions, par exemple, qui sont censés s'occuper de la région, de son bien-être, dans tout ce que ça comporte. Si on était dans un état coopératif, parce qu'on a beaucoup de ministères qui se chevauchent en termes de compétences, mais qui ne coopèrent pas. S'il y avait une coopération aisée, le ministère de l'urbanisme, les mairies, les régions devaient s'asseoir et réfléchir à organiser les marchés à la camerounaise. Puisque la réalité, elle est connue. Les gens viennent vendre à la poste parce que c'est par là que les gens passent. Donc, si on fait un marché sans aménager les voies piétonnes, on ne peut pas réussir. C'est ce qui s'est passé avec Colbison. On a voulu déplacer les commerçants, mais c'était juste un bloc qui n'avait pas suffisamment d'espace piéton où les gens se baladent, parce que les gens font des courses en se baladant. On achète un coupe-ongle par-ci, on achète une lèche-vitrine en passant. Bon, donc c'est des cultures, mais moi je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, et où les gens peuvent circuler. Je dis, les toilettes publiques doivent devenir un business. L'aménagement des marchés, laissez ça au privé. Ce qu'on le dit pour Camerounais, c'est que, moi je l'ai vu à Lagos par exemple, l'aéroport est géré par les privés. Pas ce qu'on fait chez nous ici. C'est les privés qui font le ménage. Et chaque entreprise a 3 mois.
Si après 3 mois, il y a une défaillance, on te change. Donc, quand tu travailles tes 3 mois là, mais tu luttes, dès qu'une personne sort des toilettes, tu as déjà nettoyé. Donc, c'est un esprit qu'il faut qu'on amène au Cameroun pour qu'on arrête de se plaindre des pouvoirs publics qui finalement sont débordés parfois par plus de choses. Regardez là, le traitement des déchets. Si quelqu'un décide de faire un business de la collecte, par exemple, et qui s'entend avec les entreprises qui ont des camions et qui ont de la peine d'aller dans les petits espaces, ça peut faire l'objet d'un business. Donc, en termes de création d'emplois, rentrons dans une dynamique où, on l'a dit d'entrée, moi je reste dans cet esprit, c'est que nous sommes dans la République, nous sommes dans un pays, et c'est le bien-être des autres qui devrait être notre leitmotiv. Donc, on va se plaindre des difficultés à avoir accès au marché, ça peut se réaménager. Quand les opérateurs économiques, on va leur céder des pans d'activité, des blocs de secteurs. Au début à Douala avec Moncam, marché, voilà. les consorts. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Ça peut se faire. Ça peut avancer. Mais les clichés qu'on a aujourd'hui, marché Mokolo, si vous faites l'expérience du marché Mokolo, quelqu'un nous disait que d'abord vous allez sans téléphone, il ne faut pas, faut pas y aller avec le téléphone, il ne faut pas avoir un porte-monnaie, il ne faut pas mettre l'argent dans la poche. Et vous êtes en train d'aller au marché, vous êtes obligé de tenir votre argent. Parce que les espaces marchands ne sont pas prévus. Le muscle et montrer à tous ceux qui sont autour que je sais les espaces marchands ne sont pas prévus. Et comme il n'y a pas d'espace où les gens marchent, les commerçants sont partout, ça crée l'embouteillage. Mais si on crée des espaces marchands encadrés, où les gens peuvent circuler à l'aise, il y aura moins de pickpocket. Un marché doit avoir quand même aussi parking, même des oui. Jean-Jacques, je pense que moi, je résumerai la question en termes de désordre urbain. On est victime du désordre urbain. Et les causes sont celles qui ont déjà été évoquées. Et je veux vraiment insister sur cette cause. Alors, le désordre urbain est une cause ou une conséquence? Oui, c'est à la fois, c'est une conséquence. Ah d'accord. C'est une conséquence. Parce que il y a des causes. Elles sont historiques. Quand il parle de sortir le village à la tête. Effectivement, il y a des gens qui se comportent en milieu urbain avec les réflexes du village. Au village, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez, si vous partez hors de Yaoundé, vous verrez les gens exposer leur couscous, leur bakabo en bordure de route pour vendre aux passants. Donc, arrivé à Yaoundé, après une ou deux raisons, ils prolongent le village. Ils vont continuer, parce que ici, là, c'est pas trop, même à Mokolo, c'est pas l'espace machin qui manque à Mokolo. Mokolo a des boutiques. Le problème, c'est que les gens sortent des boutiques pour se rapprocher de la chaussée. Moi, j'ai vu les images des couloirs. Les gens sortent des boutiques pour se rapprocher. Vous entrez là comme un labyrinthe, de la chaussée. Vous n'êtes même pas sûr de sortir quelque part. On a finalement l'impression que, même dans les rues qui mènent dans nos quartiers, les gens louent des boutiques. Au marché Sauce, au Carrefour Sauce, il y a des boutiques. Mais c'est l'extérieur de la boutique qui a les 2 tiers de la marchandise. Le riz, les cartons de poisson, les cartons de vin sont exposés à l'extérieur de la boutique. Comme si le client ignore que si je viens et que je rentre à l'intérieur, je ne verrai pas ces produits. Donc c'est une cause historique. Il faut sortir le village de nos têtes lorsque on veut vivre en ville. Et la seconde chose, c'est qu'il faut aussi reconnaître que le gouvernement n'a peut-être pas anticipé sur l'explosion démographique. Parce que, qu'on veut ou non, lorsqu'à un moment, un marché prévu pour abriter 1000 personnes se retrouve à en recevoir 3000, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait débordement. Donc, au-delà de la mentalité, il y a la capacité des espaces marchands à accueillir les personnes qui veulent se rendre dans un marché. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut accorder un peu du bémol à la population. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que, quand bien même on est désordonné, mais la population est telle qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle à Mokolo, c'est vraiment une épreuve de courage. C'est une épreuve de courage. J'ai l'impression que le nombre de vendeurs est même parfois supérieur au nombre d'acheteurs. Et comment ça va se passer? Certains qui n'ont pas accès aux boutiques vont se retrouver dans la rue, même comme on reconnaît qu'il y a la mentalité. Je pense, Jean-José, que pour pouvoir penser qu'on peut pallier à cette situation, il y a une nécessité de beaucoup éduquer les Camerounais. Vous avez vu il y a quelques mois, au Gabon, on a vu des jeunes Camerounais qui se faisaient chasser. Mais n'avez pas l'esprit là ici.
ils vendaient en pleine rue au Cameroun. Comme en France. C'est qui n'est pas connu. Or, au Cameroun, le village qui est là est tel qu'on sait que même la route est un espace marchand. Donc il faut qu'il y ait de la discipline et même de la sanction. La plupart même de nos routes, moi je l'ai observé dans mon secteur, la plupart de nos routes s'égalent pourquoi? Là où les constructeurs n'ont pas prévu de dos d'âne, les boutiquiers installés en bordure de route imposent, mettent eux-mêmes avec leur propre méthode de dos d'âne. Le but n'est pas parce qu'on veut vous empêcher d'aller vite, mais c'est de ralentir pour regarder ce qui leur boutique. Or, n'ayant pas prévu qu'à cet endroit il y aura des dos d'âne, la chaussée se détériore très souvent à des endroits où on n'avait pas prévu qu'il y aurait des dos d'âne. Donc c'est la mentalité qu'il faut beaucoup plus on a donc encore ce visage archaïque du marché, Simon Metsengue, tel qu'on le voit chez nous. Le maire de la ville se bat, il donne des délais, déguerpissés, on va casser à gauche, on va casser à droite. Il y a des raisons historiques qui ont été évoquées, mais il y a ces villes qui ont de la peine à discipliner les espaces marchands. On vend les vivres au même endroit qu'on vend, je sais pas. Nos marchés sont des fourre-tout à la fois. Il n'y a aucune spécificité. Quand vous voulez, si on ne vous dit pas qu'à aller à tel endroit, si nos amis qui étaient ici à la CM14 voulaient faire des courses, si vous voulez ramener quelques souvenirs, ils allaient partir où? C'est ça l'une des questions. Mais quand vous parlez de ça, vous globalisez. Les villes qui ont ce problème-là, c'est Yaoundé, Douala et dans une moindre mesure Bafoussam. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun, des grandes villes du Cameroun en 2024. J'étais à Garoua. Ben, écoutez, Garoua est organisé. On ne venait pas les gens vendre n'importe où. Les poubelles, même on les met, on les empaquette pour attendre qu'on vienne ramasser. Bouya, même chose. Bamenda, même chose. Et je suis allé en Ngaoundéré, Maroua, même chose, avec les grandes avenues. Le problème ici, au niveau de Yaoundé et de Douala, c'est effectivement la démographie galopante. Et justement, cette démographie galopante devrait être un atout pour les mairies. Pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on est toujours en politique, même quand on ne doit pas être en politique. On se dit tolérance administrative. Parce que lorsqu'on commence à chasser les gens, le parti d'Hector Abiava allait dire non, vous voyez comment le RDPC vous maltraite, venez chez nous. Donc, de temps en temps, ça fait cela et on oublie qu'à un moment donné, il faut discipliner les populations. Ouais. Je crois que pour ce qui est de Yaoundé, il est clair que les mairies doivent aller plus loin. Moi, j'ai salué des deux mains lorsque le président de la République a autorisé nous appelons ça comment, les polices municipales. Les polices municipales ne doivent pas être dans les mairies. Vous venez attendre raqueter les motos. Ils doivent avoir des portions. Je vous dis, si le maire de ville décide que ça suffit à Mokolo, il n'a qu'à mettre du maton, soit il repartit, que de là à là, c'est vous qui organisez. Je ne veux plus voir personne ici. Ça ne va pas aller appeler la police. On va l'embarquer une fois, deux, ça va finir. Ils vont rentrer dans les trucs. Le problème, c'est quoi? C'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que on est obligé de faire comme ils viennent souvent là avec les voitures, après un temps ils repartent. Non. Ils disparaissent. Dans les villes, partout dans le monde, dans le monde, on civilise les populations. Ouais. La présence du policier civilise la population. Le policier n'est pas seulement celui de la DGSN, c'est aussi le policier de la mairie. Quand il est là, il s'assoit à son bureau, on lui donne 100 mètres. Comme on ne va voir personne ici, il reste là. Ouais. Vous rentrez derrière. Et ça permet qu'on organise mieux le marché. Parce qu'il y a des vendeurs ambulants. Ils disent qu'on se débrouille. On ne se débrouille pas à Yaoundé. On ne se débrouille pas. On vient. Ce sont des activités. Je tiens à vous rappeler que le problème du secteur informel est un problème au Cameroun. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne se débrouille pas au secteur informel. C'est qu'on fuit le fisc. On fuit le fisc. Vous allez voir des gens qui ont des chiffres d'affaires de 100 millions. Qui ont dit qu'ils sont ils vont dans la friperie, oui, la friperie, tout ce que vous voyez, les pagnes autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont des gros chiffres d'affaires, même ils sont dans l'informel. Et ils s'installent en route, ils font tout cela. Il faut se dire une chose, c'est quoi? C'est que les mairies des villes de Yaoundé et de Douala doivent utiliser à bon escient
les polices municipales de concert avec la police officielle, de telle sorte à nettoyer ces abords des routes et à permettre à ce qu'il y ait une certaine sérénité dans les marchés. Les marchés sont effectivement organisés à Yaoundé. Il y a le marché des chèvres à Yaoundé. Il y a le marché des poulets, il y a le marché des oignons au 8e. Ce sont que les noms là. Bon, non, ce n'est pas des noms. Non, c'est que ce n'est pas des noms. Attention, attention, ce n'est pas des noms. Là-bas que ça devient marché. Ce n'est pas des noms. Comme on dit au quartier, quand vous partez au marché, le marché des chefs du 8e, vous allez voir des hangars de chefs seulement. Et non, maintenant... il y a les porcs, il y a les moutons, il y a les poulets. Comment tu as dit ça? Les arraches. Les oignons, c'est ça, c'est des noms. Vous n'avez pas organisé la chèvre pour acheter le haillon aussi. C'est pas organisé. C'est que, à partir de ces grands maillons, s'incrustent d'autres secteurs. Maintenant, il revient donc à la mairie, et c'est pour ça que la mairie doit pas se déconnecter. Ah, d'accord. C'est-à-dire la mairie ne doit pas rester au bureau. Je vois les gens qui sont au bureau. La mairie ne doit pas rester au bureau. Elle reste. La mairie, les agents de la mairie doivent être... Leur bureau, c'est dans les rues et autres. Parce que lorsqu'on est là de 7h, de 8h à 16h, vous ne verrez pas cela. C'est parce que quand on est parti, dès que vous partez, vous entendez sur Awara. Dès qu'Awara est parti, on revient, nous étalons, on met. Or, si on veut bien organiser et non seulement organiser et avoir plus de moyens, il faut bien qu'on mette les gens au travail. D'accord, nous on a eu la chair de poule, comme s'il y avait le congrès, l'OMC, on se disait, mais on est dans le commerce. Si jamais à la fin de cette activité, un frère veut aller acheter quelque part, vous l'amenez à Mokolo, il n'y a même pas où garer, il va circuler. Comment vous l'amenez au marché central? Il est totalement perdu. Il ne sait pas s'il faut aller au nord pour les vêtements, au sud pour avoir les chaussures, ou chez Nyangono du sud pour avoir les assiettes. Donc tout le monde est ce côté-là, c'est le président. Jean Jersey, relativement à la préoccupation qu'est la vôtre ce soir, je voudrais dire à nos téléspectateurs que on peut discipliner les marchés. Et on peut discipliner les marchés de façon assez efficace. Le problème réside ici à deux niveaux. Le premier problème, c'est celui de l'aménagement du territoire et du développement équilibré du territoire. Quand je parle de l'aménagement du territoire, ces maires qui dérangent nos populations avec Awara dans les marchés tous les jours, c'est eux qui délivrent les permis de bâtir, c'est eux qui créent le marché. C'est eux qui parfois prélèvent, même s'il y a plus l'OTVP. Il y a toujours des prélèvements. Vous allez vous rendre compte que ce sont leurs agents qui vendent des places à 300 000 à 200 000 francs dans les marchés. Avec la sous-location. Avec la sous-location, devant les boutiques des uns et des autres. Je disais qu'il faut l'aménagement équilibré du territoire. Est-ce que si dans le maillot d'Anaï, le maillot Kani, on réussissait à créer les activités que nos frères quittent de là pour venir chercher à Yaoundé, on aura passé dans l'embouteillage. On passe voyager les bœufs. Quand je le dis, on passe voyager les bœufs jusqu'à Yaoundé, Douala, après ils se perdent dans la ville. Et le défait partout. Allez dans un quartier comme Liridjoa, quand le train de Ngaoundé arrive le matin, vous voyez les gens sautent comme les sacs. Et comme ils ont sauté, vous trouvez des maisons à Yaoundé. Et il y a un ami israélien qui m'a demandé, mais en journée, on voit beaucoup de gens dans la ville. La nuit, ils dorment où? Je lui ai dit vraiment, il ne faut pas poser ce genre de questions. Bref, il y a un problème d'aménagement équilibré du territoire. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que à partir du moment où vous avez sédentarisé les populations dans leur région en développant des activités de nature à leur permettre d'avoir du revenu, ils ne viendront pas embouteiller les marchés de Douala et Yaoundé. Ça, c'est le premier point. Ils resteront sur place. Ils resteront sur place. L'attractivité. Et quand je le dis, la dernière fois, il y a eu la conférence de l'OMC. Je pense que le ministère du Commerce et de l'Agriculture, pour que les marchés de Yaoundé ne soient plus embouteillés avec mes frères du maillot d'Anaï, que sur place, on puisse cultiver le blé, le riz suffisamment et qu'on n'importe plus, parce qu'ils auront produit suffisamment sur place, vendre sur place et ravitailler les boulangeries du Cameroun. Ça peut vous amuser. Vous avez aujourd'hui... Parce qu'ailleurs, dans certains pays, on sait où il faut aller chercher. Pour trouver écoutez, moi je suis très content quand vous,
vous avez la maîtrise des solutions au Cameroun, mais on est toujours en train de suffoquer. Vous prenez le cas de mon colloque que vous avez évoqué tout à l'heure là. Comment vous expliquez qu'il y a des postes de police permanents à pratiquement chaque position, mais pour circuler, les pickpockets soient à tous les coups de rue? Aménageons, aménageons de façon efficace. Et l'élégance, quand je parle, vous m'écoutez. Non, mais attends. On va faire des pics. Et l'élégance, quand je parle, vous m'écoutez. C'est aussi une insulte. Je dis que, pour l'instant, le problème qui se pose, c'est celui de l'aménagement du territoire et de équilibré. Oui. Et que la plupart des mairies du Cameroun, de la démographie. La plupart des mairies du Cameroun, j'ai discuté avec certains camarades partis hier soir encore, la plupart des mairies du Cameroun sont les cases des retraités. Vous n'avez pas de gens qui ont des projets, ils sont venus là parce qu'ils ont fini de servir la fonction publique, et maintenant leurs camarades les ont pris pour les loger, ils n'ont pas de projet. Ah oui. Ils viennent parce qu'ils viennent gérer le budget. Parce que si un maire venait créer des richesses... C'est un projet de société. Dans tous les cas, on a les régions, les mairies, pour l'engagement de l'administration. Je dis que pour l'instant, il faut des gens qui ont une véritable vision de leur ville. Et si vous avez une véritable vision de votre ville, vous n'aurez pas ce genre de désordre. Quand vous parlez de marché, prenez la gare d'Olembe. J'ai discuté avec une administration qui a été responsable de la construction là-bas. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas envoyé la gare et le petit marché qui se crée déjà autour, au niveau d'Obala? Il m'a regardé et me dit, mais donc tu veux que je prenne l'argent pour aller donner dans la... À l'équipe. Voilà, même ici au niveau de, how do we call it? C'est devenu un problème au niveau c'est un problème. La gare, le problème des Toudi, en partie, parce que celui n'a pas changé, on a déplacé le problème, on n'a pas totalement... La gare de Vannes va partir par exemple au niveau de Okwa Maria. Mais attends, ça veut dire quoi? Mais il faut juste organiser les populations. C'est ça l'organisation. Non, parce que il ne faut pas les déplacer pour la Léquier. Je vous rappelle qu'au Bala déjà est peuplé. Non. Donc le problème ici, c'est d'organiser. Il ne faut pas fuir un peu. C'est vous qui êtes aux affaires. Vous voulez quand vous amenez la gare d'Olembe, vous venez de la mettre à même la chaussée. Pratiquement à cet endroit-là. Pratiquement sur la route. Sans embouteillage. Pour vous dire une chose. Si la mairie de cet endroit-là met des personnes pour réguler ça en temps réel, vous n'aurez pas ça. Ça suffira. Ça ne peut pas suffire. Avec le flux qu'on a, vous en prenez d'organisation, ça va des désordres. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner un conseil. Bonsoir mes frères, s'il vous plaît, parfois il faut venir copier ce qui se passe mieux ailleurs. Venez au Bénin, vous voyez que le Bénin nous parle, plus 229. Venez au Bénin et vous comprendrez comment sont organisés les marchés. Les mamans ne vendent plus les tomates à même le sol. Tout le monde est dans un marché bien construit et bien assis dans un comptoir comme en Europe. Et c'est dans tous les quartiers. Il n'y a pas de poubelle ici. Tout est organisé pour que le citoyen soit à l'aise. C'est à Yinda, depuis Cotonou, au Bénin. Oui, sur les marchés. Vous dites modernisation, d'accord, privatisation. D'accord. Moi, j'opte fortement pour la privatisation. Une fois qu'on a privatisé les hangars et qu'on les a modernisés, c'est un business. Tout à fait. Et quand c'est un business, parce que doit la moment donné, il y a de production. Concessionnaire. On a de la gestion du marché central, on doit à un concessionnaire qui devait verser un certain montant à la commune. Et on s'est mis à installer les gens partout. Voilà. Dans une même boutique, on divisait par 4 et puis on installait les gens même si les bouches d'incendie. Parce que le marché doit être tracé, organisé. Il faut qu'il y ait une entrée, qu'il y ait une sortie, qu'il y ait des facilités, des espaces de vie, des restaurants, des toilettes. Donc il y a un ensemble de choses. Donc c'est pas, on ne donne pas aux amateurs, on donne aux gens qui savent de quoi ils parlent. Et là, je rejoins Simon sur le volet de l'organisation. Parce que peu importe comment un marché est placé aujourd'hui, s'il n'est pas organisé et suivi, parce que les populations sont justement éduquées par un encadrement et un suivi. Une fois qu'il y a ce suivi, même la question de garder les gens dans leur région, ça peut se gérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des grands éleveurs, mais qui ne voudront pas rester au nord. Ils peuvent avoir une vitrine, si vous voulez, ou un showroom à Yaoundé,
où il y a une partie des produits, mais ils n'amènent pas tous ces produits au marché. Ils les a dans un magasin, et puis tout s'organise vraiment. Ça peut se faire. C'est ce point. L'État a créé une entreprise, on parle du secteur bovin, la Sodepa. Oui. On ne devait pas avoir des bovins qu'on essaie de balader pour tuer n'importe comment, pour les abattoirs dans certaines localités. On revient à l'organisation. L'organisation. Oui. Celui qui vient avec ses bœufs et qui a en tête d'aller les vendre au 8e, pourtant il est censé passer par Etoudi et qui n'a pas l'information. C'est là que l'éducation rentre en ligne. Quand vous entrez avec vos bœufs au bala, on est censé vous orienter. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour les vendre? C'est pour les marcher? Vous donnez l'information et on vous oriente. C'est vrai que les éleveurs ne devraient plus passer eux-mêmes. Ça veut dire que la Sodepa doit avoir un fichier d'éleveurs. Ça, le chaîne d'activité. Oui, le doit avoir un fichier. Toi, tu ne dois pas être éleveur et vendeur en même temps. Oui. Il faut c'est une organisation qui faut. Et maintenant, l'autre problème de nos marchés, c'est la corruption. Il faut qu'on se le dise aussi. Parce que qu'on parle, je veux prendre le marché des Kounou par exemple. On est là, on parle du tracé et autres. Quand vous ne pouvez pas quitter du Carrefour et Kounou à la sous-préfecture vous ne pouvez pas faire 5 minutes. Et pourtant, c'est à quelques mecs. Pourquoi? Parce que les gars ont laissé les boutiques, par exemple, tout un marché qu'on vient de construire, mais ils sont tous sur la chaussée. C'est un problème de corruption et c'est un problème de mœurs aussi. Donc, quand on dit, parce que quand j'ai dit que c'est le village, à un moment, c'est véritablement sur le village, il faudrait qu'on sache que la chaussée, c'est la chose publique. On parle de trottoirs. Les trottoirs économiques, c'est impraticable. Ouais. Pourquoi? Parce que les gars n'ont pas la conscience que nous appartenons à une république et que voici la ligne n'est pas franchie. Le trottoir n'est pas un espace marchand. Quand vous avez compris cela, il faudrait donc qu'on leur parle comme on parle au quartier pour leur dire sortez du village, le village est dans la tête. Sachez que la République nous implique un certain nombre de devoirs. Et quand vous avez ces devoirs-là dans la tête, vous évitez un certain nombre de choses. Il y a une chasse aux clients qu'on observe dans nos marchés. Ceux qui viennent en route disent que moi je vais à la quête du client, je vais l'attendre, vous descendez du taxi, on vous tire à gauche et à droite, vous êtes tiraillé, et ainsi de suite. Comprenez même le marché du food, il y a des espaces vides à l'intérieur. Oui, Simon. Je voudrais d'abord évacuer quelque chose qu'un des téléspectateurs du Bénin a dit. On ne peut pas comparer Cotonou à Yaoundé. Non, pas du marché. Non, on ne compare pas la ville. Oui, non. S'ils ont réussi la gestion du marché là-bas, faites comme les gens qui partent à Kigali. Faites comme ceux qui partent à Kigali depuis des mois. Ils voient comment gèrent les motos, ils ne réussissent pas. Le Camerounais, c'est que les bonnes choses ailleurs. Ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Attendez. Cotonou, c'est 750 000 habitants. Yaoundé, c'est 4,9. Commencez par dire le marché, la gestion du marché. Il a raison. Je connais ce marché, il a raison. Vous avez demandé d'Anna pas les produits Yaoundé en termes de gestion du marché. Mais il a dit non. Je crois que voilà, il y a un moment où vous solutionner un problème. Quand vous solutionnez un problème, il faut mieux diagnostiquer. Vous ne pouvez pas comparer une ville. Wow. On parle de marché. On parle de marché. On parle de contenu. On parle d'autonomie. Je suis en train de dire ceci. Tu finis avec tu prends Yaoundé, New York. Est-ce que je peux en termes de population? Est-ce que je peux? C'est ce que je veux pas quitter. Quand vous parlez, je vous écoute, non? On les a été. Vous avez dit que les gens ont les Tokyo, c'est 20 millions d'habitants. Tokyo, c'est 20 millions d'habitants, c'est organisé. Permettez que je vous dise une chose. Et c'est organisé. Premièrement, on ne peut pas comparer. Je suis en train de vous dire ceci. Vous avez ce problème se pose pas à Limbe. Il se pose pas à Kribi. Il se pose donc pas à deux. Je vous ai dit, il se pose à deux. Pourquoi il se pose? Il a dit ça en début de ce... Il dit que... On a échoué dans la gestion de la capitale. Non, il dit que c'est la démographie galopante. Ça veut dire qu'on Et justement, il faut maîtriser la démographie. L'échec. Il faut maîtriser. Il y a des choses qui sont créées qui doivent être utilisées. Je suis en train de dire ceci. Quand vous partez à Garoua, à Garoua, où même les motos-taximens s'arrêtent au niveau des feux. Oui. Moi, je l'ai fait. J'étais à Garoua, j'ai pris la moto pour attraper des amis. Quand j'arrive, il est seul, il est là. Je lui dis, mais mon frère, tu n'avances pas. Il dit qu'il y a les feux. À Douala, c'est catastrophique. Je lui dis, mais oui, c'est le feu rouge, on ne peut pas traverser. Ça, on le constate à Yaoundé ou à Douala. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, les villes de Yaoundé et de Douala doivent avoir une gestion spéciale. Elle attend qui cette gestion spéciale? C'est pour ça qu'on sensibilise les mairies pour dire qu'ils ont un instrument
idéal, Ouais. La police municipale. la police municipale. C'est même ça. Les... Il faut que la police... Alors, la police municipale ne va pas créer les Écoutez, parkings dans les marchés, par exemple. Pardon, Vous n'avez pas garé si au marché. tous les marchés ont les parkings. Lesquels? Tous les marchés qui ont marché été central, payés. là? Oui, le marché central a des parkings. Sauf que oui, sauf que ces parkings sont occupés. Pas les- Et ils sont occupés pourquoi? Parce que en l'absence de l'ordre, le désordre s'installe. qui m'a Donc désordre? il faut aujourd'hui... Qui les installe? Écoutez très bien. C'est pas que les vous avez mêmes dit agents ceci. communaux. Non, écoutez, je suis en train de dire ceci. Responsabiliser ces agents communaux. Vous ne Ils sont déjà Ils sont les responsables. C'est eux qui payent les taxes. C'est eux qui Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. On ne responsabilise pas un agent communal en lui demandant d'aller prélever les taxes, d'aller verser l'argent et de gérer les coins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, voici votre job description. Juste pour Voici l'organisation. ce que vous devez faire. C'est-à-dire qu'on ne doit plus trouver, on ne doit plus trouver les gens ici. C'est la première des choses. Vous comprenez pourquoi il faut le nouveau maire, non? Deuxième des choses, il faut des maires comme ça, ceux qui sont là. Écoutez, beaucoup sont ça veut dire que on a dit la vérité. Voilà ce qu'il explique. Les autres ne sont pas maires de moi je peux recruter 2000 agents communaux ou 2000 polices municipales. Ils ne resteront pas là. J'ai dit, je dissèque le marché et dit, ici, je ne veux plus voir telle personne. Voici le nombre de personnes que je veux. Si je vois, vous êtes viré. C'est point, vous perdez votre emploi. C'est tout. Et à partir de là, vous verrez que ça va se... Et à Yaoundé et à Douala, on doit le faire. La solution, elle est là. Et ils ont la solution. Alors vous avez donc voilà, ils se vantent d'avoir au moins deux grands marchés d'Afrique centrale. Bopi. Si vous avez c'est magique. Non, mais tout Sandaga, simplement, c'est magique. Jean-Jacques, une fois de plus, hein, c'est-à-dire que je... Parenthèse rapide. Si Simon n'est pas candidat à une mairie, je prends tous les Camerounais à témoin, on va le prendre pour un traître. Parce que ce n'est pas normal qu'il ait des idées comme celle-là et il le prend derrière. Je l'ai dit à mon vision. Voilà, ce que je donne, c'est avec ça. Non, c'est pas possible. Il doit se mettre sur le projet. Il va finir avec ça. Les camarades qui sont là sont même si les ministres, ils ne sont pas compétents. Jean-Jacques, comment ça? Ils ne sont pas compétents. Ça prennent tous les mots. Ils ne sont pas compétents. Vous ne sont pas compétents. Aujourd'hui, on veut dire que les plateaux servent aussi de réceptacle d'éducation et de gestion. Les gars viennent de chez Sabot. Attention. Merci. C'est dans le bon profil. Bref, non, il a dit dans la vidéo là qu'il est administrateur civil. Non, j'ai dit 11 ans. C'est un bon profil, il faut juste l'accompagner. Mais il n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas vous mettre pieds nus là. Il n'est pas pieds ailleurs, mais il n'est pas urbaniste. Revenons sur nos marchés. Parce que là, il veut noyer le poisson. Et puis on est en train de sortir l'émission. Ailleurs, Jean-Jacques, ce qui se passe, et ça j'ai eu le bonheur de le vivre. Dans des villes comme Lyon, la mairie, elle est construite sur un espace, en fait, le marché est élaboré sur un espace vide. Premièrement, les architectes proposent le modèle qu'on va mettre sur pied. Et deuxièmement, les opérateurs économiques prennent des parcelles. Et la parcelle que vous prenez, vous devez la nettoyer, la ménager. Et très souvent, c'est des pavés. C'est en BOT. C'est des pavés. Donc, le marché est un lieu agréable. C'est un lieu où les gens peuvent se balader, faire des lèche-vitrines. Mais un lèche-vitrine de fruits, de légumes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un truc qui est d'abord sale comme on pense au marché. Chez nous, on pense que le marché, c'est d'abord la saleté. Vous avez vu quand on sort du village. Votre femme de ménage va faire le marché. Mon Dieu! Elle s'habille comme si elle partait à la guerre. Comme si elle partait à la guerre. Les chaussettes. Un champ de bataille. Chez eux, tous vont copier le modèle ailleurs et que mon frère ne veut pas qu'on parle du Bénin, parlons de l'Europe. Ça s'aménage, ça s'organise. Ici, au Cameroun, on peut rattraper ce qui existe, revoir le nombre de commerçants dans Mokolo par exemple, le type de marchandises. Et dans les nouveaux marchés, on affecte les produits les plus prisés. C'est-à-dire qu'on laisse les moins prisés à Mokolo. On oblige les gens à aller sur notre site. Oui. On sait que c'est les produits qu'ils veulent constamment. Donc on fait une étude simple. Oui, une étude simple de Mokolo, c'est la friperie. Et dans tout ça. Et on déplace, par exemple, en Colbison,
ou dans d'autres secteurs là-bas, on déplace et on se met à réduire. Mais comme Simon a dit, je suis d'accord avec lui, on peut organiser tout ça et imposer un rythme. C'est là qu'il faut un maire qui est en même temps visionnaire, mais qui est aussi un stratège dans son développement et dans sa communication. Mais comme on est dans un pays où personne ne parle, les maires ne parlent pas, les députés ne parlent pas, et personne ne veut parler, pourtant, il faut éduquer les populations. Et ils oublient que dans la mentalité des Camerounais, la voix de l'autorité porte toujours plus que les autres voix des Selcom, des communicants qui peuvent parler quand Timevuna parle. Même comme il n'est plus là. Vous avez l'impression qu'il parle pour la ville. Parce que quand Jacques Bourrefeuille s'est sorti, il disait 1, 2, 3 mots. L'action suivait immédiatement et on voyait qu'il y a du résultat. Donc apprenez, mes amis du RDPC, que ce que nous voyons là, moi je ne vois rien en termes de calme. Je vois en termes d'opportunité que ça peut se régler. Allons à Bamenda, là où la gestion du marché est exemplaire. On ferme à une heure précise, tout le monde fait le ménage. Le matin, quand vous arrivez, le marché est impeccable. Tout simplement. Allez, je me demande comment vous faites pour débattre avec les gens qui regardent à gauche, mais qui en fait voix à droite. Un maire de la ville qui s'exprime comme une femme qui palabre avec une autre. Il a dit ça. Il a juste dit qu'il vous donne jusqu'au 30 pour déguerpir. Alors, merci de préciser qu'Cotonou, c'est 3 millions d'habitants. Voilà, le plus de 229, donc c'est pas 750, c'est 3 millions d'habitants. On sort d'émission. Oui, juste une minute. Je pense que comme on a si bien relevé, c'est une question d'organisation et un peu plus de rigueur dans la gestion de nos marchés. C'est ça. Je pense que la police municipale qui avait été redoutée au départ, si elle reste vraiment sur sa mission, qui est une mission d'assainissement, d'ordre public, nos marchés seront mieux présentés. Et il ne faut même pas aller chercher loin au Bénin ou n'importe où. On sait qu'il y a des modèles au Cameroun où les gens, grâce à leur éducation, arrivent à garder propre leur marché. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais, tout en reconnaissant que la démographie galopante au niveau de Yaoundé et Douala ne facilite pas la tâche. Mais la question, le président l'a dit, créer des conditions d'attractivité en région, mettez véritablement des moyens, rester fixe. Et même dans les périphéries, il faut qu'on ait des démarches spécialisées. On ne veut pas trouver tout partout. Voilà. Il faudrait qu'on sache que si on part du côté de Mbalmayo, on aura effectivement. Merci monsieur. On dira que la chanson de Tala André Marie est démodée. Je vais à Yaoundé, je vais là-bas pour chercher une vie meilleure, créer une vie meilleure partout. C'est ça qu'on attend de la décentralisation. On crée des vies meilleures partout et tout le monde ne viendra pas à Yaoundé pour donner les mots de tête au maire et puis vous dites qu'il parle comme une femme. On aura pratiquement des informations sur le congrès qui va se tenir et le soir on fera un vrai décryptage. Bonne soirée à tous.